Agir ensemble pour la prévention de la désinsertion professionnelle, c'est le thème de cette dernière table ronde de la matinée. On en parle tout de suite avec mes invités. Alice Belfer, vous êtes directrice de l'hôtel Baudelaire à Paris. Et Aurélie Raymondeau, vous êtes ergonome et référente maintien dans l'emploi. Alors on va, avant d'attaquer la table ronde, on retourne tout de suite en région, sur le terrain, dans les SPSTI, qui ont mené des actions autour de la désinsertion professionnelle. Et on voit tout de suite un sujet. Le maintien en emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle sont deux concepts qui se recoupent puisque finalement l'idée c'est de permettre aux salariés de continuer à travailler, soit en les maintenant dans leur emploi actuel, soit en les maintenant dans l'employabilité, c'est-à-dire en évitant qu'ils perdent leur travail et qu'ils s'éloignent du monde du travail, ce qui est la prévention de la désinsertion professionnelle. L'OPSAT nous a accompagnés dans la prévention, notamment par rapport à de l'absentéisme au travail qui peut être dû soit à des formes de handicap, mais aussi par rapport à des maladies professionnelles, par rapport à des situations d'inaptitude ou alors par rapport à la limitation de la pénibilité sur les différents environnements de travail. Donc c'est vraiment une démarche globale. On fait appel aussi à l'OPSAT pour réaliser d'autres choses en termes de prévention, notamment par rapport à des aménagements de postes de travail, par rapport à la mise en place de bonnes pratiques ou encore pour pouvoir créer de nouveaux postes qui pourraient être susceptibles de favoriser l'entreprise tout en favorisant le retour à l'emploi des collaborateurs. Les enjeux de la prévention de la désinsertion professionnelle, c'est une clé actuellement, surtout quand on voit la loi sur la retraite. Plus on va agir en amont sur la prévention de la désinsertion professionnelle et notamment l'employabilité des gens, et plus on arrivera à maintenir ces salariés en activité le plus longtemps possible. L'accompagnement OPSAT qui nous a permis de nous remettre en question sur un certain nombre de choses, d'évoluer, bénéficier d'un accompagnement le plus professionnalisé possible et prendre les bonnes décisions sur 4 de nos actions majeures qui ont été portées au sein de l'entreprise. Ça a engendré 3 retours à l'emploi, donc ça a été très bénéfique pour l'entreprise. L'objectif de ces ateliers, pour le premier, c'est le handicap au travail et maintien en emploi. Le principal objectif, ça va être de lever les préjugés sur le handicap au travail, parler de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, expliquer quels sont les différents types de handicap. Et puis surtout, la partie maintien en emploi, c'est informer les employeurs sur les solutions possibles et quel accompagnement ils peuvent aussi bénéficier via notre service de prévention et de santé pour maintenir leurs salariés qui a des restrictions de santé sur leur poste. De par mon activité de préventeur, je me retrouve très souvent dans la situation où j'échange avec des salariés qui sont en difficulté. Ça me permet aussi de leur apporter, de faire le lien avec l'entreprise et aussi parce qu'il y a des aménagements qui sont possibles et qui permettent à tous l'égalité des chances. L'expérience de réalité virtuelle, franchement incroyable parce qu'on est vraiment à la place de la personne, à la fois pour le visuel ou pour l'auditif. C'est assez incroyable et je pense qu'on devrait plus sensibiliser et plus faire des ateliers comme ça. Agir vraiment dans des ateliers immersifs, pour moi, c'est vraiment se rendre compte sur le terrain. Là, notamment avec le casque de réalité virtuelle, les employeurs ont l'occasion de vivre vraiment des situations réelles en entreprise. Et après, les autres ateliers sur le handicap moteur, maladie invalidante, mais aussi malvoyant et malentendant, ça va être aussi de se rendre compte concrètement des difficultés, des séquelles, des restrictions et des moyens de compensation aussi. Désinsertion professionnelle. Alice, quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit, moi, le maintien dans l'emploi et l'inclusion, c'est mon obsession. Je confirme, c'est mon obsession. Je pense que tout le monde a sa place sur le lieu du travail et que voilà, il faut vraiment inclure tous les profils. Et il y a beaucoup de bénéfices à avoir un travail qu'on aime et pour la vie sociale et pour la vie professionnelle. Donc les personnes en situation de handicap, au même titre que les personnes qui ne le sont pas, doivent être incluses au travail. Absolument. Alors, on va se pencher sur l'histoire de celle qu'on va appeler Marie. Marie. Marie, on l'appelle Marie. Racontez-nous l'histoire de Marie.
Alors, Marie a fait toute sa carrière chez nous. À partir de 25 ans d'ancienneté, elle a commencé à avoir des problèmes des TMS, donc des troubles musculo-squelettiques, ce qui est assez typique dans notre milieu, c'est-à-dire dans l'hôtellerie. Marie, c'était ce qu'on appelle une femme de chambre, c'est ça? Oui, un personnel d'étage, une femme de chambre, tout à fait. Donc les TMS arrivent assez souvent parce que vous avez des charges qui sont assez compliquées, c'est-à-dire porter des couettes, déplacer des choses, faire les lits tous les jours. Quand vous faites votre lit, vous n'aimez pas ça, quand vous en avez 10 à faire, c'est d'autant plus pénible pour les tendinopathies, pour les épaules. Enfin voilà, on souffre de troubles musculo-squelettiques. Donc le premier maintien dans l'emploi, donc le premier aménagement de poste, a été fait en 2018. À la suite, en 2021 ou 2022, je ne suis plus très sûre, si jamais tu te souviens des dates, 2022, on a eu besoin de refaire un aménagement un peu plus poussé. Donc on a fait appel à la médecine du travail, qui nous a mis en relation avec notre ergonome Aurélie, et qui a procédé à une étude de poste et pour voir quels étaient les aménagements nécessaires. Et on a aménagé le poste, et aujourd'hui, Marie se porte beaucoup mieux dans son travail. Alors là, vous brûlez les étapes. Hein. Vous avez spoilé la fin. Vous dites aujourd'hui, tout va bien avec Marie. Tout va très bien, voilà. Désolée. Bon. On revient en arrière. Oui. Hein. Marie, comme vous le dites, elle travaille depuis combien de temps à l'hôtel? Maintenant, 32 ans. 32 ans. Oui. Donc Marie, elle fait partie de la famille. Vous C'est la l'aimez famille, bien. ouais. Vous la voyez souffrir. Oui. Vous n'avez pas envie qu'elle souffre. Vous n'avez pas envie de vous en séparer. Exactement. Et pourtant, la situation, elle devient quand même compliquée. Oui, c'est compliqué parce que Marie avait plus de mal à faire certaines activités, donc c'est plutôt, ça retombait sur les collègues en fait, sur le reste du personnel d'étage. Donc il y avait des tensions qui étaient un peu ajoutées et la productivité était moindre également, donc pour nous c'était un peu plus compliqué. Donc on a également remplacé ces difficultés, enfin on a comblé ces difficultés en faisant appel à quelqu'un d'autre pour la seconder. Comment ça s'est passé au début? Je suppose qu'il y a eu... Vous parlez de tension avec les collègues, puisqu'ils prennent une part de travail qu'ils n'avaient pas. Peut-être aussi tension avec vous. C'est compliqué de parler avec les gens avec qui on a un affectif, on est dans une petite équipe. C'est compliqué de leur dire tu souffres, je te vois souffrir, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Non, ça pose des problèmes humains, déjà au départ, avant? Non, pas forcément, parce que déjà, on savait quelles étaient les possibilités, c'est-à-dire avoir recours à la médecine du travail, et donc on connaissait la possibilité d'accompagnement. Donc du coup, ça a été plus facile de l'aborder, et je pense que la situation s'est vraiment déliée justement quand on a trouvé une solution en commun qui était on va alléger les conditions de travail, on va changer l'organisation du poste, parce qu'on a réellement changé les tâches qui lui incombaient. Donc en fait, ça s'est passé plus ou moins facilement. Alors Aurélie, quand vous êtes arrivée, vous, dans l'entreprise, Alice nous dit que ça s'est passé facilement, mais il y avait quand même des petites tensions quand vous êtes arrivée. Vous les avez senties? On a senti que le dialogue était un peu compliqué, mais c'était surtout lié, c'était surtout du côté de la salariée qui avait peur tout simplement, puisque... Elle avait peur de perdre son emploi. Voilà, peur, puis les répercussions qu'il y a derrière, puisque quand on a 61 ans et qu'on se retrouve sans emploi, avec une problématique de santé, que la retraite, c'est pas pour tout de suite, et du coup, il y a beaucoup d'enjeux et il y a beaucoup de craintes et d'appréhension. Donc il a fallu la rassurer. Ça a été le premier. Première étape, voilà, apaisement. Le premier on challenge. Est là pour vous aider, Exactement. On n'est pas là pour vous virer. Exactement. Et ce qui a aussi, je pense, facilité notre intervention, c'est que quand le médecin du travail a rencontré la salariée, puisque du coup, quand Alice s'inquiétait de voir la situation se dégrader, le médecin du travail a reçu la salariée et en parallèle, il l'a aussi orientée vers l'assistante sociale qui aussi a joué un rôle très très important puisque du coup, elle lui a expliqué que grâce à son statut, puisque Marie est reconnue travailleur handicapé et du coup, c'est vrai que grâce à cette reconnaissance, il y a des dispositifs qui pouvaient être mobilisés et il y a certaines mesures qui pouvaient être prises pour faciliter finalement son maintien dans l'emploi. Donc il y a un premier travail qui a été fait avec notre assistante sociale et moi quand je suis intervenue, ça a été aussi, je pense que ça l'a confortée, ça l'a rassurée et elle a vu qu'il y avait une réelle volonté de l'entreprise de la maintenir dans l'emploi et ça c'est fondamental. Donc première étape, on arrive, on pose des choses, on dédramatise. Exactement. On dit qu'on est là pour qu'elle garde son emploi. On parle aussi avec les collègues, peut-être, non? Alors ce jour-là, non. On a un petit peu échangé avec les collègues
pour avoir des descriptions un petit peu plus fines sur l'activité, puisque du coup, il y a des tâches. L'objectif, c'était de faire vraiment une cartographie au niveau du complète voilà. de son activité. Exactement. Voilà. Mais du coup, prendre en compte les tâches qu'elle réalisait, mais celles qu'elle ne pouvait plus réaliser, pour apporter une réponse vraiment globale, large, et se dire que s'il y avait des tâches qu'elle pouvait plus faire, qu'elle était censée faire et qu'elle ne pouvait plus faire, peut-être qu'elle pourrait soulager ses collègues en réalisant d'autres tâches, en gros faire du troc. Donc on a réfléchi à tout ça. Ce qui est aussi important de préciser, c'est qu'on a décidé au moment de l'intervention de solliciter le Cap Emploi, qui du coup là aussi joue un rôle pour on va y revenir sur le Cap Emploi, parce qu'il a fallu investir pour tout ça, on va y revenir. Mais du coup, voilà. Mais on va aller étape par étape. Donc, analyse complète de l'activité. Oui. De l'analyse complète de l'activité. Donc, comment ça se passe? Vous suivez Alice toute la journée dans son job et puis... Du coup, Marie. Ouais, Marie, du coup, ouais. Je m'y perds avec toutes ces femmes. Vous me faites tourner la tête. Alors, vous suivez Marie toute la journée. Exactement. Alors, il y a eu un premier temps, un moment d'échange, puisque c'est jamais simple pour un salarié d'être suivi toute la journée. En plus, on peut prendre des photos. Donc du coup, on n'est pas toujours hyper à l'aise. Donc là, l'idée, c'était de faire connaissance, de lui préciser un petit peu les différentes étapes, de lui expliquer comment se déroulait une étude ergonomique, de faire un point aussi sur ses limitations, puisque le médecin est tenu par le secret médical. Donc en fait, tout ce qui se passe dans le cabinet médical reste dans le cabinet médical. Pour autant, pour pouvoir faire des propositions qui soient adaptées à sa situation, il faut qu'on puisse comprendre les difficultés. Donc il a fallu qu'elle m'explique un petit peu tout ça. Et ensuite, on s'est rendu dans les différents espaces de l'hôtel où elle avait l'habitude de se rendre dans le cadre de son travail. Voilà. Et là, l'idée, c'était vraiment de pointer du doigt, d'identifier les contraintes. Alors celles qu'elle avait identifiées, mais celles que moi, je pouvais identifier avec mon regard de préventeur. Voilà. Et là, on est dans le concret, on rentre dans le concret. Donc, par exemple, elle faisait les cafés, percolateurs. Exactement. Donc là, oui, quand ça fait 20 ans qu'on fait ce geste-là... Et en fait, voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Eh ben, on a réfléchi, on s'est dit, est-ce que la machine, il faut la mettre à un autre endroit? Et en fait, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas changer la machine, tout simplement? Puisque finalement, au lieu d'avoir un café, on pourrait peut-être avoir d'autres possibilités, cappuccino, etc. Voilà. On appuie... Exactement. Voilà. Donc maintenant, elle aura plus mal au coude, dans 20 ans, elle aura mal au doigt. C'est ça. Bonne solution. Les lits, ça c'était un des problèmes principaux. Oui, c'était assez compliqué. Alors, puisque dans le fait de faire les lits, il y a deux gros problèmes qu'on identifie à chaque fois qu'on intervient dans les hôtels. C'est à la fois faire le lit, mais c'est aussi changer la couette. Et ça, c'est un gros problème puisqu'on fait ces gestes-là en force. On est généralement timé, puisque du coup, il faut aller vite parce qu'on a plusieurs chambres à faire. Donc là, l'idée, c'était de trouver une solution pour permettre de rehausser le lit, pour limiter les contraintes posturales et faciliter le remplacement de la couette avec ce qu'on appelle des fixes à couette, vraiment pour faciliter le travail et limiter les sollicitations au niveau des membres supérieurs et du dos. Les outils de nettoyage ? Oui, alors là aussi, puisque du coup, il y avait des gestes en force répétitifs à longueur de journée sur les différentes surfaces. En fait, on s'est dit, pourquoi pas utiliser un nettoyeur vapeur qui apporte finalement des solutions, qui apporte le même résultat, mais en minimisant les efforts. Et c'est un produit, c'est une solution assez magique. J'ai vu que vous aviez préconisé des cale-portes aussi. Alors, oui. Pourquoi ça ? Alors, des cale-portes, pourquoi? Tout simplement parce que quand une femme de chambre se rend dans les différentes chambres, elle doit à chaque fois ouvrir, fermer la porte, ouvrir, fermer la porte. Et c'est des portes qui parfois sont lourdes et elle va le faire plusieurs fois en fonction de ce qu'elle a laissé en dehors de la chambre ou ce qui est dans la chambre. Et mine de rien, ce geste-là, répété à plusieurs reprises dans la journée, ça peut générer aussi des douleurs au niveau des épaules. Donc là, l'idée, et puis ça évite, parce qu'à chaque fois, du coup, la solution qu'elle avait, c'était un petit seau qu'elle posait par terre, mais du coup, à chaque fois, il faut se pencher, porter le seau. Donc là, c'était un cale-porte avec un manche, c'était beaucoup plus simple. Non, alors dites-moi, Alice, plein de solutions concrètes, mais alors on achète un nouveau percolateur, on achète des rehausseurs de lit, on achète un outil vapeur. Il a fallu investir, là. Oui, 26 000 €. Ah oui. 26 000 €. C'est pas facile. Il y a un moment, il y a des choix économiques qui se font. Donc, il a fallu monter des dossiers
Oui, et je pense que c'est là où Cap Emploi est intervenu justement pour nous aider à monter le dossier, pour pouvoir ensuite le communiquer à l'AGFIP, qui est l'organisme qui donne les fonds pour maintenir les personnes dans l'emploi, les personnes en situation de handicap dans l'emploi. En fait, il a fallu qu'on établisse des devis, donc on rencontre les différents fournisseurs, qu'on voit quelles étaient les solutions adaptées. Encore une fois, ce n'est pas du collectif, c'est vraiment individuel. Donc un outil qui peut fonctionner très bien pour Brigitte ne fonctionnera pas pour Marie. Donc on a essayé plusieurs solutions. Et notre conseillère de chez Cap Emploi nous a aidés à monter le dossier pour ensuite le communiquer à l'AGFIP. Alors, vous avez, on va revenir sur la complexité des dossiers et tout ça, mais il y a quand même une caractéristique dans votre entreprise, 40% de votre effectif est en situation de handicap. Et vous me disiez au début, le maintien en emploi, c'est mon obsession. Ça se traduit dans les faits, hein, chez vous. Oui, preuve par les chiffres. Chez vous, il y a une éthique. C'est important pour nous. C'est vraiment important pour nous. On a toujours voulu accueillir à la fois les touristes, parce qu'on a un hôtel comme une maison, et on veut accueillir aussi les salariés comme si on était une maison. Enfin, on veut que les salariés se sentent en confort. Je pense qu'on peut avoir des peines de cœur, on peut avoir plein de peines, mais il faut être confortable au travail, c'est important. Et travailler, ne devrait pas susciter de la douleur au travail. C'est bien ce que vous dites, hein. On peut avoir des peines de cœur, mais pas des peines de travail. Pas des peines de dos. Ouais. Pas des peines de dos. C'est un petit lapsus, désolé. Non, mais on dit souvent, on en a plein de dos, d'ailleurs, c'est une expression. C'est vrai que hein, c'est une vraie et c'est expression. vrai que c'est une expression qui prend tout son sens avec des troubles musculo-squelettiques. Alors, on revient sur les dispositifs d'aide Cap Emploi, AGFIP. C'est pas facile. Là, il faut être un pro hein, pour monter les dossiers. Alors, un pro, il faut surtout connaître le réseau. Mobiliser le réseau, savoir, alors oui, connaître un petit peu les différents dispositifs, puisque l'objectif c'est de répondre aux besoins de tout le monde, hein, du salarié, mais aussi de l'entreprise, et de se rapprocher des personnes dont c'est l'expertise. Et l'avantage, c'est qu'on a la chance de très bien travailler avec le Cap Emploi et la communication est assez fluide. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu les solliciter le plus en amont possible pour qu'eux-mêmes aient une connaissance parfaite de la situation et puissent proposer des mesures d'aide. Sur 26 000 € d'investissement, combien financé par Cap Emploi ? Alors, c'est par l'AGFIP. L'AGFIP, pardon. 90%. 90%. C'est énorme. C'est énorme. Je pense qu'il y a aussi comme explication qu'on sortait du Covid. Pour monter le dossier? Alors, ça a été assez rapide. Ça a été rapide, mais ça a demandé un investissement de temps énorme. Sincèrement, ça demande du temps et de l'envie de le faire. En tout cas, voilà, le fait que la solution de maintien dans l'emploi ne nous a coûté que 2 600 € à l'entreprise, ce qui est peu. Honnêtement, c'est peu. Et par ailleurs, profite également au reste de l'équipe, parce que tous les équipements qui sont mis en place, ça devient du préventif pour le reste de l'équipe. Ça devient collectif et c'est très bien. Voilà, donc c'est un petit investissement par rapport à l'énorme avantage que ça présente. On a encore quelques minutes à passer ensemble. Je sais que vous avez les unes et les autres quelques messages clés à faire passer. D'abord, vous, Alice, vous dites on a une mauvaise image dans notre métier, les métiers de l'hôtellerie, de la restauration. Charges lourdes, chutes, et il tient qu'à nous en fait de rendre nos métiers attractifs. Oui. Alors je pense que 80% des HCR sont des petites entreprises et certaines d'entre elles emploient déjà des personnes en situation de handicap sans connaître la possibilité de faire appel à la médecine du travail, sans en faire tout un état de communication. Maintenant, je pense que il y a des choses à faire. Par exemple, l'installation des lève-lits me semble importante pour les hôteliers, améliorer les conditions de travail. Mais pour ça, vous avez également d'autres leviers auxquels vous pouvez faire appel, c'est-à-dire la CARSAT, la CRAMIF. Voilà, il y a des choses à faire en préventif et ça me semble important d'améliorer les conditions de travail aujourd'hui. Aujourd'hui, dans votre entreprise, depuis l'histoire Marie qui s'est bien terminée, vous avez ressenti un bénéfice, vous le disiez, dans les conditions de travail qui bénéficient à tout le monde, mais dans l'atmosphère, dans l'ambiance,
Il y a une bonne ambiance et on a très peu de turnover. Les gens qui viennent chez nous restent chez nous en fait. Et dans l'hôtellerie, c'est pas très courant. Déjà parce qu'on est un métier en tension. On a à court de 180 000 personnes pour travailler. Post-Covid, ça a été, c'est très très dur. C'est un véritable challenge. Oui, c'est confortable de travailler. Je pense que c'est important de fidéliser à la fois par le salaire et à la fois par les conditions de travail qui sont plus intéressantes. Et au niveau humain, pour un patron, on est content finalement quand tout se passe bien dans la boîte. Oui. Non ? Oui. Oui, mais on respecte ses impératifs moraux et pour autant, on s'en sort quand même financièrement. Donc oui, c'est important. Je pense que quand on peut faire les choses, tant que ça ne nous coûte pas la santé de l'entreprise, il faut le faire. Ça me semble évident. D'où est-ce que ça vient, là, ce concernement éthique Racontez-nous. Vous nous avez raconté l'histoire de Marie, racontez-nous l'histoire d'Alice un peu. J'étais toujours plus grande quand j'étais petite, j'ai toujours été extrêmement grande et je tapais ceux qui embêtaient les plus petits et je pense que c'est resté. D'une manière un peu moins violente. Non mais sincèrement, on m'appelait, on me disait allez Alice, viens m'aider et tout et donc je tapais. Bon, au bout d'un moment j'en avais un peu marre de taper. Donc je pense qu'il faut protéger les gens qui sont en situation de vulnérabilité. Et il faut les aider et il faut être inclusif. On peut le faire pour les personnes en situation de handicap, on peut le faire de plein de différentes manières. On peut le faire pour les personnes qui ne parlent pas la langue, leur apporter l'apprentissage de la langue. Il y a 36 000 façons d'aider. Voilà, moi, mon véritable sujet de cœur, c'est le handicap. Et que j'essaye de mettre à la fois dans ma vie personnelle, ce que je fais déjà, et dans la vie professionnelle, ce que je continue de faire et que je continuerai de faire tant que je travaillerai. Vous savez, moi je ne suis pas très grand, il aurait fallu que je vous rencontre quand j'étais gamin. Oui, non, mais je tapais même les plus grands, vous savez. Ah bon ouais, je pense que je tapais tout le monde. Aurélie, quand on a préparé l'émission, on m'avait dit c'est important de ne pas attendre d'être dans des situations de blocage. Donc il faut dialoguer, discuter avec les professionnels. Oui. Malheureusement, aujourd'hui, on est souvent appelé en dernière minute en situation, ce qu'on appelle nous, pompiers, où en gros, la personne se manifeste parce qu'elle n'a plus d'indemnité journalière, elle est en arrêt, elle n'a plus de revenus. Elle a peur, elle ne sait pas, l'entreprise est complètement aussi perturbée puisque la personne prévient, voire pas toujours, hein, des fois elle revient, elle dit ça y est, je suis de retour après 3 ans d'arrêt. Sauf que du coup, ça se prépare, une reprise, un maintien dans l'emploi, ça se prépare. Le maintien en emploi prend du temps aussi, puisque du coup, il y a le maintien dans l'emploi, mais il y a le maintien en emploi. C'est important de le prendre en considération, hein, puisque l'idée, c'est de se dire que nous, il faut qu'on fasse notre maximum pour que la personne reste à son poste et dans son entreprise. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours possible, parce que la problématique de santé peut être très importante et occasionner... ça peut être très très compliqué. Pour autant, cette personne, il faut l'accompagner sur autre chose et travailler avec elle, l'orienter vers d'autres prestataires, vers d'autres partenaires qui vont pouvoir la maintenir en emploi. Et ça, c'est important, mais tout ça, ça prend du temps. Et c'est sûr que quand on n'a que 15 jours pour intervenir, ça devient très compliqué. Oui, donc pas attendre les situations de blocage et puis pas hésiter à faire appel à un tiers. Oui. C'est plus facile parfois de parler avec un tiers, non ? Oui. Oui. C'est un peu sec comme réponse. En fait, qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que c'est plus facile de faire appel à l'ergonome pour discuter avec le ou la salariée, c'est ça? Oui, c'est beaucoup plus facile. Quand Aurélie est arrivée, c'était effectivement tendu et en 10 minutes, je pense, parce qu'elle est ergonome et aussi par son caractère, ça s'est complètement fluidifié. Et puis, je pense que la santé au travail, et en particulier l'ergonome, nous a permis de rétablir un pont de communication très bienveillant. Et ça, c'était important. Parce qu'effectivement, quand un salarié a peur et que l'entreprise a peur également et ne connaît pas ses possibilités d'aménagement, l'ergonome a toute sa place. Et c'est vraiment important de pouvoir passer par une partie tierce telle qu'Aurélie. On arrive à la fin de notre entretien. Bienveillance, éthique, c'est possible, même dans des secteurs en tension comme l'hôtellerie, restauration. Oui. C'est ce que vous nous dites. Oui. Oui. Et je pense qu'on va vers ce schéma-là parce que justement il y a encore la CRAMIF qui nous aide pour l'Île-de-France et la CARSAT pour le reste de la France à mettre en place des conditions de prévention, tous ces équipements qui allègent les conditions de travail. Oui, c'est possible. Il ne faut pas souffrir au travail aujourd'hui. On ne doit plus souffrir au travail. Non.
Ni d'ennui, ni de douleur physique, de rien en fait. Il ne faut pas souffrir au travail. Il ne faut pas souffrir au travail, Ouais. sinon on se fait taper par... Pas du tout, non, j'ai arrêté. L'usage de mes mains est uniquement pour écrire et pour être gentil, pas pour taper. Merci à toutes les deux de nous avoir Merci de fait nous avoir partager accueillis. cette expérience qui montre qu'il est possible et même souhaitable, hein, j'allais dire, d'avoir cette approche humaine du travail. Martial, l'histoire de Marie, Alice, Aurélie, c'est une belle histoire. Hein. C'est une belle histoire, puis vous l'avez dit à l'instant, c'est une histoire humaine. C'est l'histoire du travail. C'est des relations humaines. Encore une fois, on y reviendra aussi par les chiffres tout à l'heure. Les petites entreprises, c'est la majorité, c'est le tissu économique français. Et donc les gens se côtoient, vivent le même projet et ont comme but la pérennité de leur activité et le sens de leur activité. Donc c'est très important. Et puis on voit bien qu'en agissant sur la prévention de la désinsertion professionnelle, finalement, il y a un rejaillissement pour la prévention dite primaire, celle qu'on fait en amont. Parce que les solutions qui ont été trouvées pour Marie, elles ont pu être appliquées d'emblée pour des gens, je suppose, plus jeunes dans l'activité. Et on va prévenir la dégradation de la santé d'autres personnes. Bien sûr. Donc, encore une fois, quand c'est approprié par l'entreprise, et le sujet c'est l'appropriation, ce qu'on appelle la culture de prévention, quand cette culture de prévention se développe dans l'entreprise, en fait, il y a un rejaillissement pour l'ensemble et dans l'intérêt bien compris de tous. Voilà, créer des cercles vertueux et s'approprier ces cercles vertueux. Les chiffres, justement, on va s'attarder sur un dernier slide. Oui, alors là encore une fois, les chiffres ont ce défaut de masquer les réalités humaines, mais je vais l'illustrer quand même. Mais de mettre en évidence d'autres réalités. Oui, quantitatives, là, pour le coup. Ces chiffres-là illustrent un petit peu certains aspects de l'activité prévention de la désinsertion professionnelle avec différents angles. Vous avez 56 000 personnes qui ont été prises en charge par les services de santé au travail, de prévention et de santé au travail, par l'assistance sociale. Parce que dans une problématique de prévention de la désinsertion professionnelle, il peut y avoir des problèmes de santé, puis il peut y avoir d'autres problèmes d'endettement, d'un certain nombre de choses, des cofacteurs qui font qu'à un moment donné, la personne ne peut plus tenir en emploi. Donc c'est très important, ça fait partie des compétences qui sont disponibles à travers le service de prévention et de santé au travail, c'est l'assistance sociale. Je vais vous donner ces chiffres. Avant de la réunion, je me suis un peu inquiété, mais c'est pour donner 56 000, c'est une ville comme Lorient. 56 000 personnes. Hein. C'est la population complète d'une ville comme Lorient qui a bénéficié de cet accompagnement. 36 000, ce serait plutôt Cambrai. Et ça concerne le psychologue du travail. Alors, 36 000 personnes, alors ce sont des chiffres en plus peut-être sous-estimés, mais qui ont été tracés comme ayant été pris en charge par le psychologue du travail, où on est intervenu spécifiquement, en général, pour un problème de risque psychosocial qui pouvait emmener vers la désinsertion professionnelle. 94 000, c'était un petit peu le sujet d'avant, c'est le nombre de fois où l'infirmier, dans sa visite de routine, a détecté un problème plus important qu'on attendait. Et ça, c'est pour souligner que le suivi individuel de l'état de santé permet aussi de prévenir la désinsertion professionnelle parce qu'au cours de cette routine, on s'aperçoit de quelque chose qu'on n'attendait pas et ça permet de réorienter vers le médecin du travail et d'enclencher d'autres prises en charge. Mais le chiffre plus important est là, alors 94 000, je crois que c'était Poitiers, hein, une ville comme Poitiers qui a été réorientée vers le médecin du travail. 500 000, c'est Lyon, c'est la ville de Lyon. 500 000 personnes ont bénéficié d'un aménagement de poste. C'est-à-dire que le médecin du travail a pris le soin d'écrire à l'employeur pour suggérer un aménagement de poste. Alors ça pouvait être d'ordre ergonomique, ça pouvait être sur les horaires de travail, sur tout un tas de choses. Encore une fois, hein, sur les maladies chroniques, sur un certain nombre de choses. Et 500 000 personnes, il faut aussi voir avec des collègues. Hein, donc il y a des réalités humaines derrière ces chiffres qui sont considérables. Et puis il y a ce chiffre qui est moins favorable, c'est 113 000 déclarations d'inaptitude. Mais je voudrais souligner que l'inaptitude, c'est l'inaptitude au poste de travail. Et Dieu merci un certain nombre de fois, parce que parfois on ne peut plus continuer dans l'entreprise. Quand vous êtes dans une entreprise de 2 ou 3 personnes et que votre état de santé ou la situation fait que vous ne pouvez plus continuer, l'inaptitude au travail est aussi parfois l'occasion de rebondir sur un autre emploi dans une autre entreprise. Donc l'inaptitude a aussi cette vertu, et ça implique parfois l'assistance sociale, c'est d'accompagner cette sortie de l'entreprise pour se retrouver quand même dans une situation d'employabilité pour d'autres projets. Voilà, donc c'était pour ça que c'est important de voir toute la dimension qui est attachée à la prévention de la désinsertion professionnelle, qui renvoie à des réalités humaines et à l'intérêt, encore une fois, bien compris des entreprises. Ça a été très bien illustré, c'est-à-dire que quand on a
des préoccupations d'attractivité, de maintien de compétences et puis de relations de travail, on a à cœur de travailler sur ce sujet-là. Aujourd'hui, la société évolue de plus en plus vite. La désinsertion professionnelle, elle suit les évolutions de la société. Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui en sont victimes? Ou est-ce qu'au contraire, grâce aux efforts et à la prise de conscience, on arrive à stabiliser, voire inverser le phénomène? Je crois que la culture de prévention vraiment se développe. Le témoignage est très présent. C'est difficile de le dire parce que si le travail change, la population aussi change. C'est-à-dire qu'il y a un vieillissement de la population active. J'ai parlé à plusieurs reprises des maladies chroniques. Plus la population active est âgée, plus les maladies chroniques se développent. Donc on a d'autres facteurs et c'est très difficile de démêler tous ces facteurs pour dire si ça augmente, si ça n'augmente pas. Ce qui est important, et on l'a vu sur les actions en milieu de travail, on le voit sur cette culture qui se développe, plus on va être mobilisé, c'est sûr, plus on aura des résultats. Donc, avant de regarder le chiffre de l'évaluation, qui parfois est un effet différé, je me permets d'insister, oui, bien sûr. Quand on prend une mesure de prévention, les mesures qui ont été mises en place dans cet hôtel produiront peut-être des effets bénéfiques qui sont en fait un évitement dans 20 ans. Oui. Donc, c'est très difficile de mesurer l'effet immédiat. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la prise de conscience, elle augmente et elle augmente sérieusement. Hein, c'est ça? C'est ça. Et donc, ça peut donner que du bien. Oui. Voilà.